Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Rayonnance TV. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence. Cette nouvelle conférence ce soir en compagnie donc de Marie Le Pennec. Donc, bonsoir Marie, merci d'être avec nous, de retour avec nous. Salut Anatole et salut tout le monde. Voilà, Je alors suis Marie contente qui, aussi. oui, Marie qui a commencé en même temps que moi sur Internet. Hein, tu as été une de mes premières intervenantes à l'époque où j'étais donc sur l'ancienne chaîne. Oui, Tu as, voilà, voilà. Et puis ce soir, justement, tu reviens sur Rayonnance et on va parler, on va développer son potentiel médiumnique et réintégrer son pouvoir intérieur. C'est le titre de cette conférence. Donc, Marie, tu es médium et canal. Et Marie proposera également un atelier qui s'intitulera cet atelier s'intitulera Développer sa part médiumnique, ça s'apprend. Voilà, donc on va parler de tout ça ce soir, tous ensemble. Alors normalement, vous devriez un petit peu mieux me voir. Hein. J'ai acheté une nouvelle webcam. Car malheureusement, je me suis rendu compte que la dernière, on avait un peu l'impression que j'étais dans un aquarium. Voilà. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être un petit peu plus clair. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe une bonne semaine. Et puis, ce soir, nous allons essayer un petit peu de percer un petit peu, pas le mystère, mais on va dire comment développer ces dons médiumniques. Vous êtes nombreux à vouloir le faire. Et vous avez raison, parce que quelque part, cela peut énormément aider, j'ai envie de dire, dans la vie. Cela peut effectivement nous aider. Cela peut nous aider à mieux comprendre certaines choses. Voilà. Après, chacun veut le faire pour des raisons. Certains, c'est vraiment pour l'au-delà. D'autres, c'est peut-être pour d'autres personnes. Enfin voilà. Et ce soir, nous allons un petit peu élaborer tout ça. Mais avant de commencer, on va dire bonsoir à tout le monde. Donc, bonsoir Julien, Mielisa, Nougatman, Lily, Natalia, Annick, Sylvia, Giovanni, Jean-Pierre. Bonsoir Melry, bonsoir Gérard, bonsoir Gabriel, Minouche, Awakante, Florence, bonsoir également William, Virginie, bonsoir Léna, Karine, Pussy, Clarisse, Marie, Nathalie, Elisa, Marie-Ange, puis toutes les personnes présentes. Merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Bon Marie, comme ça fait longtemps que tu n'es pas venue, il y a beaucoup de nouvelles personnes maintenant. C'est vrai que Marie et moi, on a commencé, on avait, je ne sais plus, il y avait combien de personnes, Marie? 20 personnes dans les conférences? il y en avait pas une centaine en tout Ah ouais, cas, je voilà, pense. c'est ça. Je crois qu'on avait 20 personnes, je crois, à l'époque, on a commencé avec Marie. Vous voyez, ça a bien changé. Donc, depuis le temps, donc je vais te laisser te présenter, puis après, on parlera du sujet. Oui, ok, avec plaisir. Alors, pour me présenter, qu'est-ce que je pourrais dire? J'exerce une activité de thérapeute depuis maintenant 6 ans. Voilà, on me présente parfois en tant que médium, canal, bien que on le verra tout à l'heure, pour moi c'est pas vraiment comment dire, quelque chose qui me définit, dans le sens où on est tous plus ou moins médiums et canaux. En tout cas, effectivement, j'ai reconnecté avec mes sens subtils. Donc, ce qui me permet effectivement d'avoir accès à des choses qu'on ne perçoit pas forcément avec ses sens physiques. Voilà. Et puis, du coup, le but de mes activités, de ce que je propose, de mes quelques interventions aussi, parfois, c'est toujours vraiment dans le but d'aider chacun sur son chemin vers la guérison de certaines choses parfois. Et ça me tient assez à cœur que chacun puisse retrouver en fait son pouvoir intérieur, voilà. Et comme c'est quelque chose que moi personnellement j'ai pu expérimenter en fait à travers ma médiumnité, mes capacités médiumniques, je vais essayer de transmettre un peu ça comme je le peux à d'autres. Voilà. Alors, il existe bien des manières de se connecter justement à la médiumnité. Il existe bien des techniques différentes. Certains, comme moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus avec tout ce qui était pendule. Beaucoup commencent par la tarologie, le pendule, ce qui permet d'une certaine mesure de voir quand on fait par exemple des tirages ou quand on fait le pendule pour voir si nos ressentis sont effectivement en adéquation avec ce qu'on va pouvoir
prédire, entre guillemets, aux Ouais, personnes. c'est un support en fait. Un support, voilà, un bon support. D'autres personnes ont cette possibilité d'être canal, donc d'entendre carrément des voix dans leur tête, de ressentir, de le voir à travers les images. Euh, Est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs entre le médium et le canal? Alors pour moi, en fait, non, c'est sensiblement la même chose parce que si tu veux, quand tu fais appel à tes capacités médiumniques, tu es forcément dans une forme de canalisation. Après, pour moi, toujours, la canalisation, c'est quelque chose, et les pouvoirs médiumniques, c'est quelque chose de très large, puisque ça concerne, tu vois, autant la télépathie, par exemple, ou alors l'intuition seule, le fait de sentir à travers ton corps. Déjà ça, en fait, c'est une forme de canalisation et de médiumnité. Après, il y a aussi tout ce qui concerne les sens subtils, en fait, donc ce qu'on nomme la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et tout ça. Ça aussi, c'est une forme de médiumnité. Mais si tu veux, pour moi, tout ça, ça t'aide vraiment justement à être, encore une fois, dans une certaine forme de canalisation. Donc, à partir du moment en fait où tu écoutes tes ressentis, où tu fais attention, tu observes comment tu te sens aussi, voilà, ton intuition, ta petite voix, en fait, ta voix intérieure, alors tu canalises. Tu canalises ton être supérieur, ton âme, ta guidance aussi, tu vois, ce qu'on appelle les guides, puisque tu suis ta petite voix. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes commencent par avoir, très jeunes, hein, pour beaucoup d'entre vous, très jeunes, vous avez commencé, on commence souvent d'ailleurs, avant de rentrer, pour beaucoup d'entre nous, dans la spiritualité, on commence un petit peu par le paranormal. Beaucoup d'entre vous, ça a été comme ça. Ça a d'abord été le paranormal, ou la parapsychologie. On commence à s'y intéresser un petit peu quand on est ado, on le fait, on commence à faire un peu de spiritisme, un petit peu pour se faire peur, un petit peu entre amis. On va visiter des maisons hantées aussi, des fois. On essaye un petit peu d'avoir cette connexion un petit peu avec l'au-delà. Et je me souviens de visiter des lieux dits hantés avec des copains. Et j'avais un ami qui était toujours très, très mal à l'aise à chaque fois qu'il rentrait dans ces bâtiments. Il avait toujours un ressenti déjà en amont. Et pourtant, il était très jeune. Est-ce que c'est quelque chose on dit qu'on l'a tous en nous, mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme le pianiste. On est tous capables de faire du piano, on n'est pas tous capables de faire du Mozart. Donc, quelque part, est-ce que dans le côté médiumnique, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde? Est-ce que n'importe qui demain, tu peux certifier, voilà, toi, je te prends, je vais t'apprendre ce que c'est la médiumnité, je vais te montrer comment ça marche, et tu vas voir, grâce à ma technique, tu vas développer tes dons? Ou est-ce que ce n'est pas forcément, ça ne va pas forcément se déclencher chez la personne, tout simplement parce que c'est pas du tout sa voix? Oui, en fait, il y a plusieurs cas de figure selon chacun. Tu vois, je pense aussi complètement que chacun a un potentiel médiumnique en lui, mais c'est comme tu dis pour l'exemple avec le piano, en fait. Pour autant, chacun est tout à fait en mesure de reconnecter avec suffisamment, si tu veux, quelque part de capacité pour ne pas avoir besoin de tu vois, par exemple, si tu es très à l'écoute de ton intuition, alors t'as pas forcément besoin derrière de développer ta clairvoyance. Tu vois. Après, effectivement, si quelqu'un vient me voir demain en me disant est-ce que tu peux m'aider à développer, à ouvrir mes canaux, euh, je suis persuadée que chacun y arrivera, mais qu'il y a un rythme aussi et un temps pour chacun. Et qu'il y a aussi beaucoup une question de est-ce que je suis prêt à l'intérieur de moi à ouvrir ces canaux-là? Et on peut ne pas l'être pour tout un tas de raisons différentes. Soit parce qu'effectivement, comme tu le disais, notre âme, elle a choisi d'expérimenter et de développer autre chose. Soit parce qu'il y a, tu vois, une retenue des peurs quelque part. Il y a beaucoup chez certains la peur de l'inconnu en fait, et ça se comprend totalement parce que quand tu ouvres tes canaux, tu peux avoir accès à tellement de choses. Enfin, je veux dire, c'est tellement vaste et puis t'as tellement de plans différents et tout ça que ça peut faire très peur. Et du coup, il y a besoin, je pense, d'être très ancré aussi, tu vois, pour arriver à appréhender tout ça.
Alors, quelque chose que dit Gérard, il dit le problème, c'est l'ego surdimensionné. C'est vrai qu'on remarque, je dirais, de temps en temps que certains médiums ont un ego souvent, effectivement, surdimensionné. C'est-à-dire qu'ils ont tout vu, ils ont tout compris, ils savent. Comment faire justement pour ne pas tomber dans ce piège de l'ego? C'est-à-dire, du moment où on va commencer à avoir des ressentis, on va commencer à voir des choses et rester totalement humble par rapport à la situation, parce que bien souvent, certains vont te dire, moi je canalise les maîtres ascensionnés, moi je canalise les galactiques, moi je canalise la source, moi je canalise mes guides. Donc déjà la première question, voilà, comment ne pas tomber dans le piège de l'ego? Voilà. C'est une question que je me pose rarement parce que c'est pas du tout mon expérience. Mais je pense que, tu vois, ce qui me vient quand tu me parles de ça, c'est que peut-être la personne en question, elle a besoin de faire cette expérience, en fait, et d'en passer par là pour ensuite, petit à petit, découdre ça et arriver à comprendre que justement, c'est pas du tout son ego qui arrive à accéder à ce genre de capacité et que, normalement, tu vois, plus la personne est ouverte et éveillée à différentes perceptions, alors il arrive forcément à un moment dans ce chemin où tu évolues aussi, que justement c'est pas toi, enfin c'est des choses qui sont tellement plus grandes que toi finalement que tu peux pas juste, enfin en tout cas, moi, pour ma part, ça me ramène vraiment à un endroit, oui, à une certaine grandeur, mais comme chaque être humain porte. Et ça me renvoie aussi surtout à comment je peux être petite, justement, par rapport à la vastitude de tous ces mondes, tous ces univers, tous ces plans. Et donc, comment ne pas tomber dans l'ego? Ben, c'est vraiment justement voir ça à partir du cœur. J'ai envie de développer mes capacités médiumniques dans le but de servir et de me servir aussi, de servir à mon évolution. Maintenant, si tu n'arrives pas à faire autrement que de tomber dans ce piège de l'ego, c'est qu'encore une fois, tu dois en passer par là, tu as quelque chose à expérimenter, à comprendre là-dedans pour dépasser cette croyance, en fait. Mais c'est vrai aussi, tu vois, enfin, je rebondis sur autre chose, mais ça me fait penser au fait que tous les gens qui se servent de leur capacité médiumnique ne s'en servent pas à des buts, à des fins bienveillantes. Il y a aussi effectivement des gens qui ont de grands pouvoirs médiumniques et qui s'en servent plutôt dans des buts pas très lumineux. C'est une réalité aussi. C'est, voilà, quel camp je choisis finalement, tu vois? Qu'est-ce que j'ai envie de servir à travers mes pouvoirs et mes capacités? Et puis si Parce tu que, choisis l'ego, tu choisis l'ego. voilà, comme je disais, bien souvent, des personnes voilà, te disent, voilà, je canalise Maître Saint-Germain, je canalise Jésus, je canalise Marie, la source, les guides, les entités, le bas astral pour certains. Comment savoir véritablement que tu canalises bien cela? Parce que bien souvent, moi, il m'est eu arrivé d'écouter, je dis bien certains, je généralise pas bien entendu, d'écouter des médiums qui viennent nous dire qu'ils canalisent la source, qui canalisent voilà, des plans, des dimensions extrêmement hautes. Et c'est-à-dire que quand je les écoute, quand ils parlent, je me dis, dans mon esprit, je me dis, attends, si c'est ça, les hautes dimensions, tu sens qu'il y a un truc qui... voilà, je sens qu'il y a un décalage. Tu vois, on dit souvent d'une personne, une personne n'a même pas besoin de parler pour émaner sa vibration. Juste sa divine présence chez certains, ça vous fait un effet incroyable. Donc, est-ce que véritablement, comment savoir qui tu canalises et est-ce que tu es dans la justesse des personnes que tu dis soi-disant canaliser? Mais justement, par rapport à ça, tu vois, quand toi, tu es en face et que tu écoutes cette personne qui canalise, en général, tu sens à l'intérieur de toi si ça résonne ou pas, en fait. Après, quand tu es dans la position de celui qui canalise, comment savoir qui tu canalises vraiment? De mon expérience à moi, si simplement... Alors,
bon, déjà, je reprends le même truc de base tout le temps, c'est d'être branché sur ton cœur, déjà. Parce que si tu es branché sur ton cœur, c'est vraiment une protection naturelle, voilà, super. Et du coup, tu peux canaliser en toute confiance et tu sais que si tu es vraiment dans cet espace-là, euh, tu recevras des messages, enfin, j'allais dire des vrais messages, des messages qui vont, enfin, si par exemple on te dit, nous sommes le monde angélique, et par rapport à ce que tu reçois derrière en termes de messages, tu sentiras la cohésion. Ok, tu vois, c'est vraiment ça. Après, c'est aussi pour moi, voilà, souvent quand par exemple je canalise pour autrui, je me branche toujours à l'akasha parce que du coup je suis certaine de la source de mes informations. Et c'est vrai que de ce que je peux percevoir, quand simplement tu te relies à l'astral ou tu émets même pas forcément d'intention de te relier, alors tu as effectivement plus de chances de croiser la route d'êtres qui soit qui se font passer pour d'autres, soit qui viennent pomper ton énergie aussi, ou tu vois, qui s'immiscent en fait. Quand une personne d'un entourage décède et qu'on a justement ces facultés, est-ce qu'il est bien de laisser quand même un temps après le décès pour que l'âme, quelque part, un petit peu fasse son chemin, ou est-ce qu'il est bon automatiquement d'aller appeler tout de suite cette âme pour vérifier, voilà, est-ce que tu m'entends, quelque part, pour que la personne se sente rassurée? Parce que Mmh. beaucoup de personnes, voilà, après le décès d'une personne, tout de suite, c'est là bien souvent qu'on va voir des médiums, pour Mmh. certains. Voilà, voilà, est-ce qu'il va bien, je voudrais un message pour se rassurer d'une certaine mesure. Et est-ce que l'âme doit tout de suite répondre, ou est-ce qu'il est bien qu'un temps se fasse et que quelques temps après, voilà, la personne puisse revenir? Mmh. Oui, c'est un exemple intéressant. Et là encore, je pense que ça dépend des personnes, tu vois, ça dépend de l'histoire de chacun. C'est-à-dire que si par exemple tu viens de perdre un proche et que il est parti d'une façon brutale et que voilà, peut-être que cette âme aura aussi envie, besoin de s'exprimer, tu vois. Et dans ce cas-là, ça peut être une opportunité et pour l'âme du défunt et pour le proche resté en face. Euh, de pouvoir se dire des choses et du coup aussi aider à faire le deuil quelque part. Après, il peut y avoir d'autres cas figure où effectivement tout dépend de l'intention que tu mets. Parce que si tu contactes la personne défunt défunt en te disant c'est simplement pour prendre de ses nouvelles et puis voir s'il a quelque chose à communiquer et puis moi pouvoir lui dire au revoir, ce genre de choses, c'est complètement ok. Si tu le fais alors que tu es vraiment dans une tristesse sans fond et que tu n'acceptes pas que la personne soit partie, c'est moins conseillé parce qu'effectivement, ça va pas aider l'âme à partir tranquille en fait. Dans tous les cas, pas forcément le faire trop souvent parce que c'est bien que ben voilà, une fois que l'âme a changé de plan, ben qu'elle continue aussi son chemin avec une certaine tranquillité, qu'elle puisse se détacher de la terre aussi quelque part, continuer son évolution. Et je voulais dire un truc, je me suis emballée dans mon explication. Euh, Pas le faire trop souvent. Et oui, c'est ça. C'est qu'en fait, t'es pas obligé de contacter un médium. Bien sûr, ça peut aider, toujours pareil, dans certains cas, sont certaines choses que toi-même tu saurais pas entendre les messages ou alors t'as pas le recul nécessaire, voilà, pour entrer directement en communication avec la personne parce que forcément, plus tu es lié au niveau de l'âme, plus c'est difficile aussi d'avoir le recul et du coup de bien entendre. Mais tu peux aussi toi-même lui parler à cet être et essayer d'entrer en communication avec lui toi-même et puis lui demander, par exemple, ben réponds-moi avec tel signe ou voilà, de trouver tu vois, des points, des trucs où il peut y avoir une réponse. Envoie-moi un signe, quoi, tu vois. Oui, on a vu ça dans pas mal de bouquins, des personnes, voilà, une musique qui passe à la radio à ce moment-là, un message un peu dans le ciel. Ouais, carrément, par On a exemple. quelque part, voilà, un signe, voilà, c'est vrai, ça c'est Mm. quelque chose qu'on voit très régulièrement. Alors,
Il y a une question de Quenouillette qui dit que penser quand on arrive de personnes décédées régulièrement? Est-ce que ça a un lien avec la clairvoyance ainsi qu'avec la clairaudience? Et si oui, faut-il travailler ces capacités quand on les a? Ouais, c'est une chouette question, merci. Alors clairvoyance et clairaudience, pas forcément. En tout cas, il y a un lien avec la médiumnité parce qu'effectivement, c'est pas seulement un rêve, c'est vraiment les personnes qui viennent te contacter en fait. Et c'est, en tout cas dans ma vision des choses, oui, quand tu rêves d'un défunt, c'est super beau en fait parce que ça montre qu'il est là et qu'il veille sur toi. Et éventuellement, il peut aussi te faire passer des messages dans tes rêves. On dit souvent que notre vie crée notre réalité. Et on dit souvent également que nos pensées la créent également, et justement après la mort. On dit souvent que quand une personne qui était totalement athée, notamment, va se retrouver au moment du décès dans un monde où c'est le néant. Une personne qui justement avait très peur de l'enfer va se retrouver elle-même dans un monde où elle va créer son enfer, et encore d'autres qui ne veulent pas mourir, qui meurent, continue de créer une autre réalité dans l'au-delà. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rentrer en contact avec un petit peu ces cas-là et des personnes qui refusent totalement, qui n'acceptent pas le fait qu'ils sont morts? Oui, oui, tout à fait. Ça arrive, je pense, plus souvent qu'on le croit d'ailleurs. Et en fait, de mon expérience, c'est vraiment toujours des moments au final très touchants parce que voilà, si tu aides quelqu'un à partir et que il y a toujours une raison, hein, forcément un truc particulier qui le retient, et du coup d'aller voir ça, d'aller voir pourquoi cet être s'accroche et de l'aider à s'en libérer, c'est toujours des moments super forts en fait. Mais c'est vrai que dans ta vie, effectivement, voilà, ta vie reflète ton monde intérieur, donc tes pensées, tes vibrations et tout ça. Mais effectivement, dans les autres dimensions, c'est exactement la même chose. Et ça rejoint le fait que on voit ce à quoi l'on croit et seulement ce à quoi l'on croit. Et du coup, effectivement, si tu vois, ben, par exemple, par rapport à la médiumnité, si tu crois au monde des faits, alors tu seras beaucoup plus susceptible de voir une fée que si tu crois pas. Et effectivement, dans un exemple un peu inverse, si tu crois qu'après la mort, tu peux aller en enfer, alors il y a de grandes chances que ton esprit soit obligé de traverser ça, en fait. Ouais, ça doit faire un sacré choc. Ouais, ça doit pas être agréable. Il y a une question de Pic-Pic qui demande: j'ai été incorporé il n'y a pas longtemps, comment me protéger? Car je suis victime et pas actrice. Incorporée, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans son corps il n'y a pas longtemps? Je pense qu'on dit incorporé, c'est peut-être quelqu'un qui a pris un peu possession. Ah, oui, d'accord. Oui, j'entends. J'ai été incorporée il n'y a pas longtemps et, pardon, tu peux me redire la suite? Elle disait qu'elle avait été incorporée. Justement, comment faire pour ne pas l'être? Parce que moi, je l'ai vu une fois dans une séance de spiritisme, il y a quelques années, une personne très proche se faire totalement posséder. Mais quand je dis posséder, c'est posséder parce que la personne, le visage, enfin, on n'était pas dans l'exorcisme non plus, mais disons que dans le regard n'était plus le même. Le regard n'était plus de la personne, c'était une femme, et en face de moi, j'avais un regard d'homme. À un moment donné, l'esprit en question qui contrôlait le corps nous a demandé de soulever la personne, mais la personne qui était menue, enfin, qui était légère, est devenue d'un coup lourde. On dirait qu'elle faisait 150 kilos. Pour la déplacer. Et c'est une scène totalement incroyable, hein, que je vous dis, parce que la personne s'est mise au piano. Elle n'avait jamais joué de piano de sa vie. Et là, d'un coup, elle a composé une mélodie de classique, quelque chose de totalement magnifique. Alors, justement, bon, j'imagine qu'on peut se faire incorporer, qu'on peut se faire d'une certaine mesure posséder par des entités négatives, mais est-ce que aussi ça peut arriver de le faire par des entités positives, et est-ce que finalement c'est une demande de notre part ou on n'a pas le choix? Ouais, alors effectivement, là aussi ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que tu peux te faire posséder par une entité négative comme par une entité de lumière.
Par rapport à la question de tout à l'heure, comment faire pour ne plus l'être? En fait, c'est beaucoup, pas que, hein, je vais développer ma réponse, mais déjà beaucoup une question de vibration. C'est-à-dire, voilà, plus tu vas vibrer haut, et moins tu seras susceptible de vivre ce genre d'expérience désagréable. Ça, c'est certain. Après, il y a aussi l'idée de donner son accord de façon peut-être complètement inconsciente, mais il y a forcément une part de toi, même si tu n'en as pas conscience, j'insiste, qui a un endroit pour une raison donnée à donner son accord, certainement pour justement faire l'expérience de ça aussi et apprendre derrière à se protéger plus facilement. Et tu vois, au-delà de la question de simplement veiller à tes vibrations et à tes pensées, à tes habitudes de vie, etc., parce que tout ça, ça va ensemble aussi, c'est vraiment arriver à être dans une position davantage d'affirmation de toi-même, vraiment délimiter davantage ton espace et être ferme sur ton intention de ne plus laisser personne entrer sur ton territoire ou en toi sans ton consentement en fait. Et ça, si réellement tu es ferme là-dessus, je suis persuadée que peu importe qui c'est en face, on ne peut pas prendre ta place si tu es à 100% en désaccord avec ça. Ça fait partie d'une notion de liberté fondamentale en fait. Enfin, voilà. Oui, puis quelque part aussi, nous avons une âme. Donc l'âme va rejeter. Est-ce que l'âme va rejeter naturellement l'entité qui va rentrer en Oui, c'est disant ça. oh, c'est mon corps, tu dégages. Et ben justement, tout dépend de voilà. L'âme, elle est complètement en mesure de rejeter cette autre âme en face, et si elle le fait pas, c'est effectivement parce que elle y voit un intérêt quelque part en fait dans l'expérience qu'elle a à y vivre. Et est-ce que on pourrait justement, les personnes qui ont eu fait ce genre d'expérience dans le passé, est-ce que c'est pour ça que certains peuvent développer, des personnes qui n'avaient pas du tout ces troubles avant, des troubles, on va dire, bipolaires, ces troubles un petit peu des fois psychiatriques, schizophrénie, parce qu'à un moment donné, elles se sont laissées envahir à la fois par de mauvaises Mmh, pensées et à la fois par des entités qui sont c'est rentrées ça. en elles, et la personne n'a plus aucun contrôle sur elle-même, ce qui Ouais. fait qu'à un moment donné, elle n'y arrive plus, quoi. Bien sûr, ça arrive assez souvent. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais tu vois, de l'importance d'être ancré aussi quand tu décides de t'ouvrir à toutes tes perceptions et tout ça. Après, c'est vrai que c'est pour ça aussi que c'est très important d'être dans des vibrations hautes pour ne pas te faire squatter par des entités qui vibrent bas en fait. Et tu vois, pour moi, c'est important de vraiment apprivoiser. C'est pour ça que dans l'intitulé de ce qu'on allait aborder aujourd'hui, je disais apprivoiser la médiumnité comme un animal sauvage. Parce que c'est ça, en fait. Ça s'apprend, mais surtout, ça s'apprivoise, en fait, pour, euh, pour rester dans une certaine forme de maîtrise, quelque part, et ne pas te laisser dépasser par plein de choses, quoi. Alors, beaucoup de personnes, c'est vrai, le voient aussi à travers le rêve. Mm. Commencent par des rêves un peu prémonitoires, et certains carrément ont des messages dans leurs rêves, d'autres au réveil carrément une intuition fulgurante. Moi, c'est vrai que cette année, j'ai eu deux, trois occasions comme ça en me levant, mais si tu veux, l'intuition mais fulgurante, vraiment de faire quelque chose, j'ai fait le truc et après il y a un changement radical. Donc, voilà. Est-ce que quelque part, quand ça commence à travers le rêve, est-ce que c'est aussi quelque part l'âme, d'une certaine mesure, qui décide d'aller en douceur avec la forme, parce que, entre guillemets, la forme doit à un moment donné inévitablement aller dans cette direction. Donc, la forme qui va aller en douceur à travers des rêves, comme on disait tout à l'heure, à travers des signes, tu vois, les nuages, des trucs, voilà, pour progressivement montrer à la personne, voilà, tu vois, tout doucement l'amener à ça. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Donc tu vois, il y a dans les exemples que tu décris, il y a aussi
Encore une fois, tout ce qui concerne l'intuition, les ressentis corporels ou alors les outils comme, tu vois, tu parlais du pendule, de la cartomancie, enfin, il y a plein de choses, mais tout ce qui fait que soit tu peux, tu vois, vérifier l'information avec un truc palpable, ou alors effectivement tout ce qui est du l'ordre des rêves et des ressentis, où c'est plus facile pour ton ego aussi quelque part d'appréhender et d'accepter, tu vois, ah ok, j'ai eu accès à ça, et comme ça s'est présenté en rêve, c'est plus facilement acceptable, ouais, pour le mental, parce que il y a moins l'occasion de se dire ok, peut-être que j'ai fabulé, ou parce que non, c'était un rêve, donc là aussi il y avait quand même un support même s'il n'était pas palpable, tu vois. Et très clairement, dans les exemples que tu décrivais aussi dans les rêves que tu as fait, c'est t'as été enseigné en fait. Très souvent la nuit, on est enseigné et on retrouve toute notre équipe de lumière, et du coup oui, le matin on peut se réveiller avec ce truc fulgurant comme tu dis, parce que la nuit certainement on t'a dit voilà, tu vas faire ça et il va se passer ça, et on t'explique tout en amont, et du coup quand tu te réveilles, hop, t'as plus qu'à y aller quoi. Ouais, des fois, ça peut aider, c'est vrai. Tu gagnes du temps, disons. C'est vrai. Ouais. Alors, il y a des supports justement pour travailler justement tout ce qui est médiumnité. Certains vont utiliser des pierres, se connecter aux énergies des pierres. D'autres vont se connecter avec un pendule, d'autres Mhm. avec un tarot. Un truc qu'on ne voit plus et pourtant qu'on a beaucoup vu quand on était plus jeune, c'était cette fameuse boule de cristal. Ah oui, c'est vrai. C'est Ouais. vrai, c'est quelque chose qui, à chaque fois qu'il y avait un dessin animé, qu'il y avait un film, il y avait toujours cette boule de cristal. Une boule de cristal qui était quand même utilisée dans les, on va dire, dans les classes un peu bourgeoises dans les années 1800, 1900, que ce soit à Londres, Paris. Beaucoup de personnes comme ça s'initiaient un petit peu au spiritisme et avaient justement cette boule de cristal. Est-ce que tu as déjà testé? Pas du tout. Non? Absolument pas la boule de cristal. Euh, Bah, j'ai testé certains trucs, notamment effectivement le panda, le pendule, les baguettes. Tu as J'ai testé fait le un mélange panda, des c'est pas deux. pareil. Pas mal. Le pendule, les baguettes, ouais, des outils comme ça. Mais je suis pas très familière de ça parce que j'en ai pas forcément besoin en fait. J'écoute beaucoup plus à l'intérieur en fait. Mais les fois où je peux encore en avoir recours, parce que ça m'arrive encore, hein, c'est parfois pour valider un ressenti ou un message ou quelque chose, et que voilà, j'ai un doute. Parce que bon, bah, ça m'arrive, hein. Euh, mais non, j'en ai pas forcément besoin, et ça m'a jamais trop attiré en fait, parce que justement, tu vois, il y a pour moi, hein, parce que j'imagine bien que c'est pas pareil pour tout le monde, mais il y a un côté mental là-dedans. Donc justement, j'ai pas suffisamment confiance en moi et en ce que je ressens ou vois, ou voilà. Du coup, je vais aller vérifier à l'extérieur. Tu vois, et je suis persuadée que la plupart des gens qui se servent de ces outils, d'ailleurs, n'en ont même pas forcément besoin dans le fond. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépendance quand on commence justement avec le pendule, les cartes, quelque part, et qu'on commence à avoir, tu vois, aussi à développer d'autres ressentis, quelque part, à ne pas vouloir lâcher ça, parce que ça, quelque part, ces supports, on est sûr que la vérité est là, et c'est-à-dire que le ressenti, on aurait trop peur d'être à un moment donné dans le mental, dans l'ego, ce genre de choses. Ouais, carrément. Après, oui, je pense que tu vois, il y a un risque de dépendance dans le sens où, encore une fois, tu te fais pas suffisamment confiance, et du coup, tu as tout le temps besoin d'aller vérifier, voilà, à travers le support des cartes, par exemple. Euh, Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que, en fait, attends, je suis en train de perdre le fil parce qu'il y a plusieurs trucs qui viennent en même temps. Euh, Tu peux en devenir dépendant, mais ouais, j'ai perdu mon idée. J'ai perdu mon idée. Ça va revenir.
Désolée. Tu vas me parler d'autre chose et ça va On revenir. va prendre une question d'Aurore qui nous demande: bonsoir Marie, j'ai déjà une claire audience, un clair ressenti. Est-ce que la clairvoyance arrivera forcément ou pas du tout? Est-ce qu'on est obligé de tout développer? Clairaudience, clair ressenti, clair machin, l'écriture automatique, la canalisation pour finalement être un médium. Oui, c'est une chouette question. Juste avant d'y répondre, je me suis souvenu de ce que je voulais dire avant, donc pour finir là-dessus. Effectivement, tu peux rentrer dans une forme de dépendance. Pour autant, tu vois, si par exemple t'es cartomancien ou radiesthésiste ou voilà, c'est complètement ok en fait que tu te serves de ce support. C'est juste que voilà, tu as choisi ce support pour développer et t'appuyer, voilà, développer ta forme de médiumnité. Donc c'est complètement ok. Juste effectivement, le risque et là où tu dois faire attention, c'est de savoir aussi que tu peux t'en passer, en fait, tout simplement, que t'as pas besoin de ça. Et pour répondre à la question, en fait, effectivement, une fois que tu as un canal qui s'est ouvert, alors tous les autres finissent par s'ouvrir derrière à différents rythmes, différents niveaux, mais ils s'ouvrent tous derrière. C'est vraiment, tu vois, un processus, en fait. Quand tu ouvres un canal, ça fait partie de tout un processus où tu les ouvres tous. Mais je pense que tu as quand même toujours plus ou moins un ou deux canaux de prédilection, tu vois, ceux avec lesquels tu as reconnecté en premier, en fait. Moi, par exemple, j'ai reconnecté d'abord avec la clairvoyance, après les autres se sont ouverts. Mais tu vois, aujourd'hui encore, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce canal-là que avec le canal de l'odorat, par exemple. Je vois une question de Francis qui demande: c'est quoi la kasha ou kasha? Je dis, elle parle des annales akashiques en fait. La kasha, c'est les annales akashiques. C'est pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est un moyen, si vous voulez, de retourner dans d'autres vies, des bibliothèques. En fait, les gens qui le pratiquent voient ça un peu comme des grandes bibliothèques où dedans sont stockées un petit peu vos vies. Et en fait, c'est quelque chose de très intéressant parce que cela vous permet de débloquer sur le moment des choses dans votre vie, de comprendre. Et souvent, ça se fait un peu d'une manière inconsciente ou pas quand on nous les fait, quand on nous les dit. Et c'est vrai que c'est fabuleux. Moi, je sais que pour ma part, ma mère qui l'ait fait m'en a fait 5 déjà. Et à chaque fois, il s'est passé des choses totalement extraordinaires après. Vraiment, une métamorphose dans certains domaines. À la différence, je dirais, de la régression karmique. La régression karmique, vous aurez peut-être aussi à un moment donné, si je puis dire, peut-être, je dis bien, l'ego ou le mental qui va venir interagir, pas selon ce que vous allez voir dans votre esprit, parce que la régression karmique, c'est l'hypnose, tout simplement, on vous met en hypnose, c'est pas non plus en hypnose où vas-y, mets ton doigt sur le nez, mets ton doigt sur la tête, vous êtes complètement, non, vous êtes conscient, hein, mais quelque part, si je puis dire, le mental pourrait vite interférer dans le truc, alors que l'anal akashique, vous ne voyez rien puisque c'est la personne qui vous les fait et qui vous transmet l'information après. Et en ça, c'est très, très, très intéressant parce que ça débloque énormément de choses. Hein, voilà. Ouais. Je pense que j'ai bien dit. Ouais. Mais tu vois ce que tu dis par rapport à l'hypnose, je suis pas forcément d'accord parce que quand tu es en état d'hypnose, même si c'est de l'hypnose légère, ton mental il est aussi mis de côté en fait, tu vois. Et j'en ai encore fait l'expérience hier parce que j'ai fait une séance d'hypnose avec un gars super qui s'appelle Jérôme Lebras. Et du coup, je me suis sentie vraiment dans le même état vibratoire que, tu vois, tu peux être quand justement ton mental est complètement mis de côté. Alors, c'est-à-dire, effectivement, je dis pas que le mental vient toujours interagir, mais pour des personnes qui sont très, très mentales, si tu veux, Oui, des peut-être fois, que c'est c'est plus plus facile de difficile de lâcher. déconnecter, de se lâcher. C'est dans ce Ça, sens. c'est vrai. Oui, je pense, complètement. Voilà. Mais tu vois, c'était très juste ce que tu disais par rapport à la cacha, mais j'aimerais bien juste rajouter que c'est pas seulement un outil, c'est aussi vraiment la cacha. En fait, c'est la source de tout ce qui vit. Et donc c'est un outil dans le sens des lectures akashiques, mais en fait c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. C'est vraiment là où son contenu
les dossiers sur l'univers entier et C'est toutes ça. les âmes de l'univers, quoi. Donc c'est Ben justement, Daniel Meroy, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, est Mm. vraiment un spécialiste de cela. Il a carrément refait au niveau des annales akashiques de Jésus d'énormément de Oui. choses et quelque part Mm. réécrit d'une certaine mesure énormément de choses à ce niveau. D'ailleurs, Anne recevra sa femme prochainement sur la chaîne. Justement, il va venir, enfin, elle va venir parler un petit peu de tout ça. Et c'est vrai que on peut vraiment découvrir énormément de choses. Alors après, j'ai envie de vous dire, c'est assez rigolo parce que c'est toujours un petit peu une découverte, si je puis dire, à chaque fois. Mm. C'est pas vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas arriver en disant bon, voilà, alors dis-moi tout, qu'est-ce que j'ai été? J'ai été roi, j'ai été empereur romain, j'ai été. Non, vous pouvez vraiment être de tout et même sur d'autres planètes. C'est vraiment. Enfin, moi, à chaque fois qu'une bonne imagination, ça a toujours été un grand voyage. Voilà. Mais des fois, on vous dit des trucs. Moi, la première qu'on m'a fait, vache, franchement, il fallait s'accrocher. Hein, parce que dans le genre film d'horreur, bonjour. Mais c'est intéressant. Alors Ludivine nous demande bonsoir à vous deux. Est-ce possible que ce soit le défunt lui-même qui vienne délivrer son dernier message avant de partir définitivement? Bonsoir, et oui, complètement. Tout à fait. Alors, je sais pas si pour le coup, il s'est adressé à toi directement, mais si c'est le cas, c'est super et c'est notamment super que tu aies pu recevoir ce message. S'il est venu à toi, d'ailleurs, ça veut dire qu'il savait que tu serais en mesure de recevoir ce message. Mais bien souvent, d'ailleurs, c'est ça, hein, c'est quand un défunt a un message qu'il estime important de faire passer pour que son âme puisse partir tranquille. Alors oui, c'est le défunt lui-même qui vient en tout cas l'âme du défunt qui vient voilà, exprimer ce qu'il a exprimé. Est-ce que la connexion à la médiumnité se fait par palier? C'est-à-dire qu'au départ, tu vas aller connecter tes guides, ensuite tu vas passer un petit peu, on va dire, entre guillemets, sur un plan supérieur, les maîtres ascensionnés, pour quelque part, à la finalité, arriver à la source, où en fait, il n'y a pas de règle. Bah, ça dépend de ta vibration déjà. Tu vois, ça fonctionne par palier. Si tu entends par là accéder de plus en plus à effectivement des sources pures et lumineuses, oui, mais parce que ça va aussi avec ta vibration à toi. Tu vois, moi, par exemple, quand vraiment tout s'est ouvert et a explosé pour moi, j'ai beaucoup eu accès aux bases astrales. À chaque fois que voilà, j'avais des visions, etc. Et c'est seulement petit à petit quand j'ai commencé à reconnecter aussi avec le divin, en fait, tout simplement, que là, du coup, j'ai eu accès à des choses, oui, beaucoup plus lumineuses. Et donc, je vois bien qu'au fur et à mesure où j'évolue, mes perceptions et mes connexions évoluent aussi vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Pour autant, ça ne veut pas dire que enfin, je veux dire, j'ai toujours aussi parfois accès aux bases astrales aujourd'hui. Voilà, donc c'est en même temps oui, et en même temps c'est mélangé aussi. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je prenais ma douche et quand je suis en contact avec l'eau, j'ai pas que ma clairvoyance, mais notamment ma clairvoyance en tout cas qui est très très décuplée. Je peux avoir plein de visions et tout ça. Et quand j'ai pris ma douche tout à l'heure, je pensais à la conférence de ce soir. Et j'ai eu le flash d'un être, un homme, et ça m'a dit Jafar. C'est Jafar. Tu vois, Jafar de Jasmine Aladdin, le dessin animé Aladdin. Et je ne me rappelais pas du tout de ce dessin animé, je ne me rappelais pas du tout de qui était Jafar, tu vois, je ne me rappelais même pas ce prénom, mais ça m'est apparu comme ça. Et après, j'ai entendu Magie Noire. Et je me suis dit, ok, donc il y a un truc qui me tourne autour, en fait. Et j'ai fait le lien avec la conférence. Je me suis dit, comme je vais parler ce soir, ça me montre qu'il y a des forces, enfin des énergies qui sont pas contentes. Et en fait, tu vois, comme j'aurais pu réagir avant, 1000 fois, j'aurais réagi comme ça, au lieu d'être dans la peur, je me suis dit, bah non, en fait, juste, c'est une tentative d'intimidation. Et en fait, c'est plutôt cool, mais quelque part, ça montre aussi que, tu vois, le fait que je parle de comment chacun peut retrouver son propre pouvoir en passant, par exemple, par la médiumnité, ça plaît pas. Ça montre que, justement, c'est par là qu'il faut que j'aille, tu vois. D'ailleurs, dans Aladdin, moi je suis le génie. Vous voyez, regardez.
Regardez, je vais vous montrer. Je disparais. Regardez. Hop, voilà. Voilà. Et je vous donnerai tous Yes. un seul vœu, pas plus. Hein, vous êtes nombreux. D'ailleurs, Et t'es un génie moi, sans la lampe. T'as voilà, pas moi qui frotté ai la eu lampe. quand même une expérience avec toi assez hors du commun, parce que ça a été quelque part grâce à toi que je l'ai vécu. Parce que quand on voit Marie, on voit une personne très calme, très posée, ce qui est vrai. Mais j'ai vécu une expérience avec toi qui a été très forte. C'est-à-dire que j'avais fait une conférence avec toi sur la Kundalini et le soir même, il s'est déclenché une montée de Kundalini. Et oui. Et je me souviens que ça avait été. J'ai cru que je faisais comme une attaque cardiaque parce que c'est un truc tellement puissant qui vous arrive comme ça en vous, une énergie, c'est hors norme. Et c'est pour ça que Marie, en tous les cas, moi qui la connais depuis maintenant 3 ans, c'est une personne qui vraiment a une grande connaissance de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Voilà, c'était pour préciser à ce niveau-là. Alors, Ça Anna nous marche. demande bonsoir, voir des flashs lumineux régulièrement, avoir eu quelquefois des visions, entendu des voix lointaines comme une radio qui parle, sont-ils des signes de médiumnité? Oui, bonsoir. Et complètement. Ça fait tout à fait partie de capacités médiumniques que tu as retrouvées. Et tu verras que plus tu vas te faire confiance aussi là-dedans et sentir que, ben oui, tu reconnectes avec ben, ton pouvoir médiumnique, parce que c'est aussi un pouvoir. Et plus ça va se développer et s'étendre. Donc soit tu entendras de plus en plus aussi par exemple de voix, ou alors tu verras que tes perceptions elles s'étendront à différentes choses. Donc peut-être que comme là aujourd'hui, ben tu vois des points lumineux, des choses comme ça. Peut-être que tu verras encore davantage de choses après. Et c'est en ça effectivement qu'on voit que c'est, tu vois, un chemin d'apprivoisement parce que ça tu commences à percevoir voilà des choses petit à petit, puis de plus en plus, au fur et à mesure où en fait tu te sens ok pour ça, ou tu sens que t'es encore une fois ben, suffisamment ancré aussi pour pas que ça te fasse décoller, et puis où tu te sens suffisamment en sécurité à l'intérieur de toi pour y avoir accès à tout ça. Ouais. Je voulais génier avec la caméra. Karine demande en quoi consiste la clairvoyance exactement? Comment se manifeste-t-elle et comment arriver à l'exploiter? On trouve plusieurs descriptions sur Internet. Merci de votre réponse. Hmm. Bonsoir et merci pour ta question aussi. Euh, alors, de mon expérience, la clairvoyance, c'est le fait de voir, je le résume souvent, le fait de voir au travers de tes sens subtils et donc de voir derrière le voile de l'illusion. De façon plus concrète, la clairvoyance, ça peut être déjà simplement, tu vois, sans percevoir des choses, ça je te le développerai après, mais ça peut être simplement le fait de voir clair. Donc, tu vois, de voir, par exemple, admettons que tu es une personne en face de toi qui te raconte des choses et puis tu te dis, il me raconte des bobards, je sens que ce qu'il me dit, c'est pas ok, c'est pas juste. C'est une forme de clairvoyance parce que tu vois clair. Après, ça peut être aussi quelque chose de plus poussé que ça, encore la clairvoyance. Et pour ma part, ça se représente vraiment avec le fait de voir des choses et les yeux fermés et les yeux ouverts. C'est-à-dire que par exemple, les yeux fermés, je pourrais avoir des flashs, mais aussi quelque chose de plus prolongé, comme tu vois, toute une histoire, un film un film même, voilà, un film qui se déroule derrière mes yeux. Euh, Ça peut être le fait de voir, tu vois, s'il y a des présences, par exemple, peu importe le type de présence, mais les voir les yeux fermés. Alors souvent, moi, c'est différent pour chacun, hein, mais moi, je verrai souvent les âmes, en fait. Je peux aussi voir des visages et tout ça, mais je verrai pas forcément, tu vois, un corps qui se balade ou quelque chose comme ça, notamment si on parle de défunts. Après, c'est aussi le fait, voilà, de voir des choses les yeux ouverts. Donc, je peux effectivement aussi voir ben, plein de sortes d'énergies différentes, euh, plein de sortes d'êtres différents. En fait, c'est tellement vaste que c'est difficile de pouvoir traduire tout ce que représente la clairvoyance pour moi, tout ce que je vois, en fait, finalement.
Hmm. On parle beaucoup donc automatiquement de médiumnité, canalisation à travers des supports, à travers des ressentis. Et une très bonne question de Sandrine qui dit, est-il possible que je sois canal par ma peinture abstraite, par l'art? Peut-on être canal justement par l'art, la musique, le théâtre, pourquoi pas l'écriture aussi, hein, Et oui. bon, beaucoup le sont par l'écriture, c'est peut-être quelque chose qui est plus répandu, mais est-ce que justement la canalisation peut s'exprimer ou la médiumnité d'une autre manière? Complètement. C'est exactement ça, c'est exactement ce que tu décris et c'est un bel exemple, avec la peinture d'ailleurs. Mais tu vois, en fait, à partir du moment où tu es dans une forme de reliance avec, ton intérieur, donc effectivement, que ce soit à travers, la peinture, l'écriture, la musique, une même pas forcément une enfin, oui, à travers l'art, c'est certain que ça passe, mais même pas forcément à travers l'art, ça peut être simplement dans un moment où, j'en sais rien, moi, où tu fais du sport ou même de la méditation. En fait, c'est peu importe avec quoi, ce qui te relie, mais à partir du moment où tu arrives à te relier avec toi, à ton intérieur, alors automatiquement, tu es dans une forme de canalisation. Puisque, tu vois, on parle beaucoup, et moi la première, des guides et tout ça, mais en fait, tout ça, c'est à l'intérieur de toi. Tes guides, ta guidance, même le ciel qu'on voit à l'extérieur, c'est en fait le ciel, il est en toi. Et toutes les sphères supérieures avec lesquelles, voilà, avec lesquelles tu peux te sentir relié, que ce soit par exemple les anges, les maîtres ascensionnés, etc., etc. Euh, Ils sont tous à l'intérieur de toi aussi, mais c'est pas seulement une image, c'est que c'est réellement comme ça qu'est le monde, dans voilà l'idée de macrocosme et de microcosme, que tout ce qui est dedans et voilà et c'est dehors aussi et inversement. On parle souvent de langage de l'âme. Est-ce qu'il est possible de parler avec son âme, si tu veux, comme certains vont le faire, la communication animale, comme d'autres vont faire de la médiumnité, ou carrément, ils ont carrément des conversations ouvertes avec des entités, des maîtres de l'au-delà, la même chose avec son âme. C'est-à-dire que une seule unité, et je veux dire, tu as une conversation, alors c'est sûr que dans la rue, quelqu'un te croise et dit, oula, celui-là, j'ai pas pris ses cachets ce matin. Voilà. Mais voilà, est-ce que tu peux avoir une conversation? Est-ce que ça se fait uniquement par des images, par des ressentis ou simplement le fait que justement beaucoup de personnes parlent à voix haute, j'en fais partie, hein. euh, souvent, souvent, je me dis, et même des fois dans la rue, des fois je me dis, putain, si tu croises quelqu'un, Anatole, il va penser que tu es atteint d'une forme, forme de Covid très très rare. Voilà. Est-ce que c'est à la fois quelqu'un qui parle tout seul? Est-ce que c'est une forme de communication avec son âme ou est-ce que c'est parce que la personne ne supporte tellement pas la solitude qu'il est tout le temps obligé de parler? Mmh. Ouais, c'est chouette ce que tu dis. Euh, Je sais pas, je réfléchis à la question en fait, parce que oui, je pense que quand tu parles à voix haute, tu peux parler avec ton âme, mais ça peut être aussi parfois parce que tu veux combler un vide. Je pense que ça dépend des circonstances. Après, pour répondre à ton autre question, effectivement, tu peux complètement communiquer directement avec ton âme, et c'est même, je trouve, le canal finalement le plus clair finalement, le plus proche de toi aussi, du coup. Et quand j'en fais l'expérience, euh, j'ai toujours l'impression que c'est des moments de canalisation. En fait, comment dire? C'est dur de trouver les mots pour le coup, mais c'est toujours les moments les plus intenses en fait, et où tu te sens le plus proche de toi. Et tu te dis, mais en tout cas, moi, à chaque fois, je me suis dit, mais finalement, contrairement à ce que je croyais, mon âme, elle connaît et elle sait beaucoup plus de choses que, voilà, que ce que j'imaginais. En fait, elle est en mesure de répondre elle-même à toutes mes questions. Et puis après, tu peux la canaliser de différentes façons. Soit, tu vois, par exemple, par rapport à travers l'écriture automatique, par différents signes, enfin, un peu tout ce qu'on a abordé jusque-là. Mais je pense qu'à un moment donné, quand tu es dans cette forme de dialogue avec toi-même, finalement, c'est un truc qui se fait plus ou moins tout le temps, naturellement, tout au long de la journée. Et tu n'as plus besoin forcément de te dire, OK, je vais contacter mon âme ou de te mettre vraiment en disposition pour ça. Simplement avec l'attention, te relier encore une fois à ton intérieur
et du coup, ça communique même, tu vois, en tout cas, toi, tu parles de parler à voix haute. Moi, ça se manifeste plus avec une espèce de voix intérieure, mais où il peut même, c'est un peu schizophrénique ce que je veux dire, mais où il peut y avoir un dialogue intérieur, en fait, parfois, tu vois, entre une part de moi et mon âme. Ouais, mais j'ai envie de dire, si c'est un dialogue intérieur, tu vois, tu es par exemple assis sur un banc, tu as une personne qui est là, qui bouge pas, qui parle avec son âme, et t'en vois un juste à côté. Ah bah ouais, parce que tu sais, l'autre fois, je suis allé faire un tour. Franchement, je veux dire, le schizo, ça sera plus, on pointera plus du doigt Oui. celui qui parle à voix haute que celui qui est là en train de Ah ouais, donc ça, c'est clair. Euh, alors, Martial demande, Marie, t'intéresses-tu à l'astrologie? Et si oui, y a-t-il un lien avec ce don, avec le don de la médiumnité? Ouais, c'est une chouette question, coucou. Alors, je m'y intéresse, mais de loin. C'est pas du tout ma spécialité, mais je trouve ça effectivement très intéressant. Euh, mon chéri, pour le coup, lui, il travaille assez bien avec ça, et du coup, il m'a appris. Enfin, il m'a montré pas mal de choses, en tout cas, dans ce domaine-là. Et je réfléchis à si j'y vois un lien avec la médiumnité. Ah non, enfin, on peut dire qu'il y a un lien dans le sens où, tu vois, c'est plus un lien avec une certaine forme de connexion à, ouais, c'est ça, une connexion à quelque chose de plus grand, tu vois, dans le fait, ben, par exemple, notamment de se référer aux astres, aux planètes, aux étoiles, comment fonctionne l'univers et tout ça. Euh, Je sais pas si c'est de la. Je pense que ça peut être de la médiumnité à proprement parler, notamment pour. En fait, je pense que voilà, l'astrologie, ça peut être quelque chose qui t'aide à ouvrir ta médiumnité, en fait. Voilà, je le, je le dirais un peu comme ça. Je sais pas si ça résume bien, mais. Oui, non, tout à fait. Je vais continuer vos questions. Je vais juste présenter donc cet atelier que tu fais, Marie, sur Enance TV. Donc, vous l'aurez compris, développer sa part médiumnique, ça s'apprend. Cet atelier aura lieu le mardi 9 février à 20h30. Tu veux le présenter, si tu veux? Euh, Est-ce que tu peux me dire les titres parce que je sais plus Oui, ce que oui, je oui. Alors, conseille en pour. premier, où en suis-je avec ma médiumnité, entre parenthèses, bilan plus partage d'expérience. Ouais, ok. Bah voilà, ça, je pense que ça n'a pas forcément besoin d'être développé. Voilà. C'est, on va commencer sur un partage, en fait, un partage d'expérience, oui, pour voir effectivement où chacun en est dans son parcours par rapport à ça. Ce qu'il a déjà Mhm. pu expérimenter ou pas, comment ça a pu se manifester pour lui. Je trouve que c'est toujours hyper enrichissant pour chacun, en fait, ces partages-là. Mhm. Donc, après, être à l'écoute des signes en numéro 2. Oui, tout à fait. Ben, voir justement de quels signes on peut parler, comment ça peut se manifester, et ensuite apprendre à être vraiment dans cette observation-là. 3, télépathie, intuition, clairvoyance, clairaudience et autres outils. Ouais, ben voilà, aborder un peu tous ces outils, voir de quoi on parle exactement quand on parle de ça, et faire des exercices toujours Ouais, c'est ça qui est, autour de voilà, ça. justement, j'allais en venir de ces exercices parce qu'à chaque fois que j'ai fait des ateliers avec Marie, j'aime autant vous dire, ça bosse, hein. Ça bosse, hein. Je vous conseille absolument les feuilles et les crayons parce que je l'ai vu, on a l'impression d'être un petit peu, pas à l'école parce que c'est fait dans une ambiance très différente, mais vous allez bosser des exercices et des exercices. Ça, je Ouais, peux mais vous le c'est dire. une ambiance cool quand même. C'est vrai, ah oui, oui, C'est non, on pas n'est pas à rigide. l'école. Il n'y a pas de masque en plus, bon, c'est ça l'avantage. Alors, 4, voyage en son monde intérieur et rencontre avec des êtres de lumière. Oui, ça, je me languis de faire ça. Ça va être ben, un voyage guidé, en fait, vers D'accord, ça. super. Et 5, la médiumnité, pardon, d'accord, mais accompagner son ouverture, c'est aussi s'accompagner soi-même dans toutes ses facettes. C'est ça. C'est-à-dire de pas prendre, de pas séparer le domaine de la médiumnité du reste, de l'allier vraiment à tout le reste de sa vie, tout le reste de ce qu'on est. Hmm. Voilà, et puis évidemment, questions-réponses où vous pourrez justement poser les questions. Ça se fait sur Zoom, vous pouvez interagir par micro, par webcam, si vous le désirez ou pas.
Et le lendemain, vous avez donc le replay disponible que vous pouvez refaire les exercices, revoir cet atelier à volonté. Il est proposé au prix de 49 €. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et puis, vous l'avez également sous la vidéo et dans les commentaires. Alors, merci. Alors, il y avait une question de Laetitia qui demandait, l'année passée, j'ai fait un burn-out et quelqu'un est venu se coucher à côté de moi. J'étais tétanisée. Comment réagir sans avoir peur? Et oui, bonsoir. Merci pour ta question. Je trouve que c'est très, très touchant. Bon, personnellement, je ressens que c'était plutôt beaucoup une âme très, très douce et bienveillante envers toi. Après, je comprends aussi parfaitement que tu aies pu avoir peur. Ça me semble être une réaction logique, voire saine, si t'as pas l'habitude en plus de ce genre de manifestation. Et comment ne plus en avoir peur, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant longtemps. C'est l'apprivoiser en fait. Tu verras qu'au fur et à mesure où tu auras ce genre de manifestation, tu auras de moins en moins peur parce que tu seras de moins en moins dans l'inconnu quelque part. Au-delà de ça, c'est aussi, tu vois, si tu vis quelque chose comme ça à nouveau et que à nouveau tu as cette sensation de peur que tu n'arrives pas à dépasser, c'est de dire, d'exprimer à voix haute ou pas, mais que justement tu as peur, que tu n'es pas du tout OK avec l'expérience que tu es en train de vivre et que tu aimerais bien que cette présence s'en aille. Et le faire vraiment avec, encore une fois, une grande fermeté en toi. Et tu verras que de toute façon, si c'est une présence bienveillante, alors elle partira tout de suite parce que son but, c'est pas du tout de te faire peur. Si au contraire, c'est une présence un peu moins cool, il est possible que tu sois obligé d'être encore dans davantage de fermeté pour que ça s'en aille. Mais forcément, encore une fois, là aussi, ça ne pourra que s'en aller de toute façon, même si ça peut émettre un tout petit peu plus de résistance. Mais tu vois, au-delà de ça, comment ne plus en avoir peur, vraiment, mon expérience à moi, encore une fois, c'est vraiment l'apprivoisement. C'est vraiment au fur et à mesure. Alors, une question qui revient très très souvent depuis de nombreux mois. Il s'agit des personnes qui ont des acouphènes. Alors, les acouphènes, voilà, c'est un bruit dans l'oreille qui ne part jamais, un problème ORL. Beaucoup de personnes disent que c'est aussi une manière quelque part les guides, que quelque part l'au-delà veut communiquer avec nous. Est-ce que c'est forcément ça, ou alors est-ce que ça peut être aussi tout simplement un problème médical? Ouais, c'est bien que tu poses cette question. Je pense qu'effectivement, il y a certaines fois où c'est un problème médical, mais que la plupart du temps, non, c'est pas ça. Pour arriver à distinguer est-ce que c'est un problème médical ou pas, je pense que c'est vraiment au niveau de la vibration que tu vois la différence. Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, qui devient vraiment handicapant et qui prend une place sonore importante au point que du coup t'entends moins le reste, ou par exemple la personne qui parle en face, là peut-être qu'il y a quelque chose à régler. Après, encore une fois, la plupart du temps, c'est pas ça. C'est vraiment capter d'autres fréquences. Moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Et je capte jamais les mêmes fréquences. C'est-à-dire que on peut, et je trouve ce nom très beau, on peut percevoir ce qu'on appelle le cœur des anges. Et en fait, le cœur des anges, c'est simplement le bruit du prana, en fait, quelque part. C'est un peu difficile à décrire, mais ça fait comme une sorte de pétillement. C'est très difficile à décrire, mais ouais, un pétillement, un truc un peu léger. Mais on peut aussi entendre d'autres choses. Si par exemple, voilà, il y a un vaisseau qui vient à côté, je capterai cette fréquence. Si c'est par exemple, tu vois, si je suis en relation avec, je sais pas, une âme sœur, je vais entendre encore une autre fréquence. Si c'est un défunt qui vient me voir, ce sera encore une autre fréquence, etc. C'est, oui, donc une façon de percevoir les guides, oui, entre autres, en tout cas, une façon
de percevoir voilà, d'autres fréquences. Alors, Et plus. Chanel demande 20 ans en arrière, vacances, au lit, j'ai senti venir vers moi une présence, impossible de bouger, de parler. Cette chose a mis sa main autour de mon cou, j'aimerais avoir une réponse. Et c'est vrai que beaucoup d'enfants même ont commencé à avoir carrément des ressentis, mais avec un petit peu, j'ai envie de dire, comme dans le sixième sens, dans ces films d'horreur où la couette s'en va d'un coup. Pourquoi, quelque part, est-ce que c'est vraiment des entités du bas astral qui s'amusent, quelque part, à les faire peur, un petit peu comme ce qu'on a appelé à une époque des poltergeists, à savoir des entités frappeurs qui tapent dans les murs, qui font tout tomber, des trucs comme ça? Ou est-ce que c'est simplement vraiment des entités qui veulent vraiment se faire entendre et qui vont aller chercher par tous les moyens, quelque part, de se manifester? Ouais. En fait, il y a différentes choses là encore dans ce que tu dis. Par exemple, par rapport à l'exemple de la personne, en fait, c'est une attaque astrale. Ça se manifeste très souvent de cette façon, où tu vois, où on te met par exemple une main sur la gorge, ou alors tu voudrais crier, et puis tu arrives à sortir aucun son. Ça, c'est ouais, complètement des attaques astrales. Après, ce que tu décris, Anatole, c'est encore un petit peu différent. Parce que dans les cas que tu décris, par exemple la couette qui bouge ou ce genre de choses, c'est pas forcément une attaque, c'est pas aussi fort que ça. C'est plus effectivement des esprits qui veulent t'embêter et qui trouvent ça drôle que toi t'aies peur. Et c'est vrai que souvent, c'est oui, il y a des enfants qui peuvent être exposés à ça parce que eux, ils sont dans une telle forme d'innocence que leurs canaux sont complètement tout ouverts et donc ils peuvent aisément capter ce genre de fréquence aussi, ce genre d'être là. Et forcément, comme un enfant, c'est aussi assez impressionnable en règle générale. C'est facile de leur faire peur. Mais bon, on voit bien que c'est facile de nous faire peur aussi de cette façon. Il n'y a pas que des enfants. Mais c'est pas forcément dans le but de vouloir faire du mal. C'est vraiment dans le but de ça me fait marrer de devoir avoir peur en fait. Donc c'est pas sympa, hein. C'est franchement pas sympa. Pas non plus la grosse vibration dégueulasse. Tu vois 4 gamines de 14 ans en train de faire du spiritisme, tu as envie un petit peu d'aller taquiner à séance et dire ça, j'imagine. Même pour voir la réaction, ça doit être un peu rigolo. J'imagine il y en a qui doivent trouver le temps long et qui doivent, tu vois, sauter sur ce genre d'occasion. Mais bon, après, les attaques, comme on parlait, ça, c'est autre chose encore et ouais, c'est pas drôle. Ouais, ça c'est complètement différent. Une question intéressante de Giovanni qui demande: j'entends des voix et des bruits, mais pas toujours. Ça se passe entre ma phase d'éveil et de sommeil. Et c'est très bien ta question, Giovanni, parce que moi, c'est exactement la même chose, sauf que moi, c'est des chants. C'est-à-dire que j'entends, notamment en ce moment, des chants monastiques, grégoriens, de la musique russe. Et j'entends ça. Qu'est-ce que c'est en fait? Quand tu es entre le sommeil, l'éveil et le sommeil, et que d'un coup, tu sens que c'est plus du tout, c'est pas toi qui es en train d'imaginer, ça arrive à toi en fait. Ouais, c'est des chouettes exemples et c'est vachement beau. Mais oui, c'est des moments hyper particuliers où justement, tu es beaucoup plus susceptible d'avoir tous tes sens en éveil parce que c'est ce moment où tu es entre l'éveil et le sommeil, tu es comment on appelle ça? En onde alpha. Au moins alpha en tout cas, et du coup ton mental il est complètement comme endormi dans ces moments-là, et du coup tu peux effectivement avoir accès à plein de choses, et en plus souvent c'est un moment où tu vois ton âme peut doucement, sans forcément que tu t'en rendes compte, hein, mais sortir de ton corps en fait, puisque quand tu t'endors, ton âme sort de ton corps. Mais du coup, dans cette phase de pré-endormissement, quelque part, ton âme, elle peut déjà être en train de partir voyager ailleurs, alors que toi, t'es pas encore endormi. Qu'est-ce que ça veut dire quand, par exemple, tu es dans une phase pareil, à peu près la même phase, et que dans ta tête, tu sens comme c'est assez spécial, comme un espèce de clac, comme un truc qui s'enclenchait, mais tu sais très bien que c'est pas neurologique.
Ouais. C'est pas quelque chose de neurologique. Est-ce que c'est un peu ce troisième œil d'un coup qui s'ouvre? Est-ce que tu as quelque part des signes physiques, des prémices qui vont te faire dire, bon voilà, là maintenant, tu passes dans une phase où justement tu développes des dons de médiumnité ou de canal? Pas forcément. Bah, tu peux l'observer ça, c'est-à-dire être attentif justement autant que tu le peux, parce que comme ton mental il s'endort un peu, tu vois, c'est pour ça que tu disais ça s'impose à moi tout à l'heure, c'est parce que du coup t'as pas du tout le contrôle sur ce que tu expérimentes, enfin ouais, sur voilà, ça s'impose à toi, c'est pas toi qui te dis voilà, je vais aller voir ça ou je vais aller voir ça. Et du coup, c'est difficile d'être dans cette observation au moment où t'es pas encore endormi, mais où tu relâches tellement que du coup, ben, ton attention, elle est plus là, t'observes plus en fait. Mais si tu arrives à ça, à cette observation-là, alors tu peux voir exactement, effectivement, je veux dire, que ton âme, elle est partie à tel endroit, faire telle chose, et avoir éventuellement des prémices. Oui, au niveau du corps, tu vois, tu peux avoir un changement de température, ou alors des frissons. Sentir aussi, Des spasmes, tu sais, quand d'un coup ouais, le corps fait clac comme carrément. ça. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, ce que tu décrivais là par rapport à dans la tête tout à l'heure, enfin, ça me fait vraiment penser à des sortes de décharges électriques en fait, électriques, magnétiques et tout ça, un peu comme une certaine forme de montée de Kundalini en fait, tu vois. Ouais, c'est Du possible. coup, ouais, ça te fait une décharge magnétique quoi. Et Hmm. donc forcément, après, ça va ouvrir quelque chose derrière. Est-ce que, est-ce que la médiumnité, c'est aussi une forme quelque part de discernement et d'intuition? Est-ce qu'une personne qui a une intuition forte et un discernement est-ce que c'est une qualité plutôt pour être médium? Eh oui, complètement. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est que déjà l'intuition, c'est une forme de médiumnité et de canalisation. Et du coup, plus tu vas être dans cette confiance en toi, en tes ressentis, en ton intuition, en tes perceptions, pardon, et plus tu vas pouvoir développer ta médiumnité d'une façon encore plus large. C'est vraiment beaucoup une question de confiance, je pense, tu vois. Plus tu prends confiance et moins t'es dans la peur et plus ça s'ouvre en fait. Et plus ça s'ouvre et plus ta conscience s'ouvre et plus ton cœur s'ouvre aussi. C'est tout ça, ça va ensemble en fait. Ça suit vraiment dans ma perception des choses, en tout cas, une certaine ligne d'évolution. Alors, attention, ce que je dis, ça veut pas dire du tout, encore une fois, qu'il y a besoin absolument de développer ses potentiels médiumniques pour être dans l'évolution et dans l'ouverture de conscience, pas du tout. Mais ça peut être carrément un passage, en fait, vers ça. Est-ce que ça répond à la question, Anatole? Oui, oui, tout à fait. Alors, Sylvia demande, Marie, si je peux me permettre, s'il te plaît, le matin, je me réveille avec une chanson dans ma tête. Ça veut dire quoi? Une chanson. Toujours cette chanson qui revient. Est-ce un message des guides pour qu'elles comprennent un petit peu justement le sens de cette chanson ou... C'est toujours la même chanson? Non, c'est une autre. Ok. Parce que moi, ça m'arrive souvent aussi, pas forcément quand je me lève le matin, ça m'est peut-être arrivé, mais en tout cas, je pense que c'est sensiblement la même chose pour les deux. C'est que oui, c'est tes guides qui te parlent en fait. Et moi, très souvent, ils me parlent comme ça. C'est pas forcément toute une chanson. Ça peut être simplement une phrase ou deux phrases très marquées qui vont me répéter et je vais entendre l'air dans ma tête. Et effectivement, c'est que dans ces phrases-là, il y a un message. Et c'est tes guides qui te parlent, oui. Ouais, Ça se vérifie à chaque fois. c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. Oui, c'est la même chanson. Alors, Mugadman demande comment débloquer ou développer facilement son don de médiumnité. Oui, bonsoir. Comment le développer facilement? Alors, facilement, je sais pas. En tout cas, comment le développer?
Différents points. Je pense que ça recoupe un peu d'ailleurs des choses que j'ai déjà pu aborder, mais c'est vraiment la question d'ouverture du cœur, d'être vraiment dans ton espace du cœur. Ça facilite effectivement grandement la chose. Ça va aussi avec le fait d'arriver vraiment à regarder les choses et d'avoir aussi un état d'esprit qui va avec ça tu vois, dans le sens de l'innocence, de regarder comme au travers des yeux d'un enfant. C'est vraiment arriver à avoir ce regard-là sur la vie. Ça aide vraiment beaucoup, je pense. Le fait d'être aussi vraiment, encore une fois, axé et ancré. En même temps que, parce que cet ancrage, il est important si tu veux pour avoir une certaine sécurité intérieure, que du coup tu puisses te laisser aller suffisamment, te permettre d'ouvrir suffisamment derrière. Mais en même temps que cet ancrage, il est super important, ta connexion au ciel, elle est aussi très importante, tu vois, dans ton lien avec le divin et aussi dans comment justement tu comprends à quel point le monde il est infini et vaste et tout ça, et à quel point il y a une infinité de tellement de choses qui existent, de plans, de dimensions, d'êtres, de tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Plus tu prends conscience de ça, et plus forcément ça va t'aider aussi derrière à y avoir accès en fait. Merci. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens, qui, tu vois, ont accès déjà à une certaine forme de médiumnité, mais qui n'en ont pas conscience, tout simplement. Ah oui, bien sûr. Ah oui, totalement. Alors, Sylvie, après, demande-toi. Tu peux faire des exercices aussi pour ouvrir ton troisième œil, par exemple, ou tes sens, tu vois, ta kinesthésie, ton magnétisme, tout ça. Ça Alors, développe. justement, en parlant de ça, par rapport au pendule, quand on fait le pendule, le message vient de qui? C'est une très bonne question. Le message vient de qui? J'ai envie de dire du pendule, parce que le pendule, c'est comment le nommer? Une entité en fait, hein, quelque chose de vivant. Mais si tu veux, ce qui dirige ce pendule. Cela ne peut pas être, par exemple, ton âme. Est-ce que ton âme peut. Mais c'est ce que je me demandais. Voilà. Ouais. Je pense que oui, c'est ça. En fait, ça reste toi. Ça reste toi. C'est ton être supérieur, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. C'est un bon moyen, en tous les cas. Par contre, tout en restant neutre, tout en restant vraiment neutre. C'est quelque chose qui se fait neutre, mais ça répond à pas mal de questions. Et c'est un bon moyen pour travailler, je trouve, en tous les cas, les ressentis, travailler un peu aussi la médiumnité. Bien sûr, il y a plusieurs façons de le faire, mais ça peut être un bon moyen également. Oui, alors, c'est très important ce que tu dis sur la neutralité avec le pendule. Hein. Oui. Parce que sans ça ne fonctionne pas. Ah oui, sinon, c'est comme pareil, quand tu tires les cartes, c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est la difficulté du pendule, en fait, dans cette neutralité. Voilà. Alors, Sylvie, on va y arriver, du coup. Pardon. Quoi penser des paralysies du sommeil et vivre des expériences, voire apercevoir des détracteurs? C'est quoi des détracteurs? Je dirais des détracteurs. Des êtres. Des personnes, ou des entités qui peuvent te détraquer d'une certaine mesure. Oui, je comprends. C'est une question très intéressante aussi. Voilà, d'autant plus que moi-même, j'ai déjà été confrontée à ce genre de situation. Donc, je me suis déjà posé cette question. Et le but, pour moi, c'est encore une fois, retrouver ton pouvoir intérieur pour que justement, tu n'aies plus à vivre ce genre d'expérience d'envahissement, de possession, d'intimidation, de harcèlement, de persécution, de toutes ces choses qu'il peut y avoir éventuellement derrière, de viol énergétique aussi. C'est un cadeau caché. Parce que quand c'est vécu, ça peut faire très très peur et puis ça peut te laisser vraiment prêt, j'imagine, pour certains, un traumatisme parfois, tellement ça peut être violent. Pour autant, pour moi, c'est quand même vraiment un cadeau caché parce que, en tout cas, le fait de vivre ça,
Ça m'a vraiment aidé à justement aller dans ce sens que je répète un peu les mêmes choses depuis tout à l'heure, mais parce que pour moi c'est vraiment ça, c'est d'aller dans ce sens de cette affirmation de soi, de ton territoire et de voilà toutes ces choses-là. Ouais, c'est ça, c'est l'affirmation, la confiance en soi et retrouver son pouvoir intérieur dans le sens de comprendre. Et c'est pas évident hein, parce que enfin moi je trouve que c'est pas évident de comprendre que ok si tu l'as vécu c'est que encore une fois une part de toi était d'accord avec cette expérience-là. Ton ego ça lui fait pas trop plaisir. Mais pour moi, c'est réel, c'est ça, parce que à travers cette expérience, le cadeau caché, c'est que du coup, oui, ça m'aide à affirmer encore davantage ma lumière, en fait, et dire, OK, non, je me laisserai plus intimider, quoi. Hmm, merci. Alors, Giovanni demande quelle est la différence entre un médium et un chaman? Ouais, chouette question. Salut. Euh, je pense que le chaman, il a aussi très clairement des capacités médiumniques. Ça me semble assez certain. Euh, La différence, c'est pas tant ce qui se passe à l'intérieur, c'est plutôt comment et quel outil j'utilise ces capacités médiumniques. Est-ce que plus, bah voilà, comme avec la médiumnité traditionnelle, comme on l'entend, ça peut être avec le support des cartes ou alors même sans support, mais du coup plus dans une forme par exemple, si on le fait dans une activité, alors voilà, en séance, etc., avec des gens, être dans, voilà, se servir de ses visions, etc., etc. Tandis que de ma perception, le chaman, bah voilà, il sera plus en lien avec, par exemple, certaines entités, certains esprits de la nature, ou alors certains éléments, élémentaux. Il y a la notion du tambour, soit du feu, de l'eau, voilà, encore une fois, les éléments. Il y a l'idée de aussi parfois chez certains chamans la transe, donc une modification de conscience aussi, pas toujours, hein, mais parfois. Donc c'est pour moi c'est quelque part les mêmes capacités, mais de façon différente de s'en servir. Alors, c'est très Je le vois un intéressant peu comme ce ça. soir dans le chat parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de personnes qui ont justement toutes ces capacités, mais quelque part Oui. n'arrivent pas à savoir comment les mettre en pratique. Je vais prendre la question de Christine. Entre sommeil et réveil, j'ai des flashs de lumière suivis d'images. C'est très rapide et souvent vu de loin. Parfois, je devine. Qu'est-ce que je dois en faire? Ouais, c'est chouette. Ben, ce que tu dois en faire, rien quelque part. C'est plutôt comment ça te sert. Tu vois, à travers l'expérience que tu décris, comment tu le vis. Qu'est-ce que tu sens que ça t'apporte ou pas d'ailleurs. Est-ce que ça t'apporte une compréhension plus large sur certaines choses, une ouverture, que ce soit de ta conscience, du cœur, ou voilà. C'est plutôt à ça que ça sert. Voilà, c'est vraiment dans le but de servir ton évolution, ta compréhension des choses, etc. Mais qu'est-ce que tu dois en faire? Rien, juste le laisser vivre si tu souhaites le laisser vivre, parce que tu as aussi enfin oui, la capacité, l'opportunité de dire et de décider, bah en fait non, moi j'ai décidé autre chose que de développer ça en fait dans ma vie, et c'est complètement entendable. Mais voilà, c'est pas quelque chose que tu dois faire, c'est juste quelque chose qui t'aide à être, en tout cas qui veut t'aider à être. Après, si dans ta question, qu'est-ce que je dois en faire, tu sous-entends comment faire pour développer davantage ça, c'est encore différent. Et là encore, on a un peu abordé cette question tout à l'heure, tu vois. Mais, euh, mais non, il y a rien à en faire en fait. Il y a rien à en faire. Et Alors, ça, il faut l'accepter aussi, hein, parce que je me rappelle que moi, au début, quand tout ça s'est ouvert d'un coup, enfin, c'est pas que ça a toujours été ouvert, mais il y a eu quand même vraiment un moment où ça explosait davantage. Et j'ai eu cette question aussi de, ok, qu'est-ce que je dois faire de ça? Et si j'ai ça, ça veut automatiquement dire que je dois en faire quelque chose. Et j'ai mis quand même du temps à comprendre que, ben non, il y avait rien à en faire. oui, une certaine acceptation aussi du moment.
Effectivement. Effectivement. Alors, une question intéressante d'Izzy qui demande, donc tout à l'heure, tu as parlé du viol énergétique ou du vol énergétique, parce que j'ai entendu dire que certaines personnes se faisaient violer Oui, dans l'astral, que oui, des tout à fait. personnes ont la capacité d'aller dans l'astral et s'en servent à des fins vraiment horribles. Et est-ce que Oui, cela existe? C'est-à-dire que oui. voilà, toi tu dors et quelque part tu vas faire une espèce de cauchemar où toi tu te sens violé, tu te sens attaqué, des trucs comme ça, et des personnes qui consciemment ont la capacité dans l'astral pour aller, si tu veux, quelque part abuser totalement. Ouais, ouais. Oui, je suis convaincue que ça existe complètement. D'ailleurs, je parlais de viol et non de vol. Après, viol énergétique, on peut l'entendre à différents plans, différents niveaux. Hein. C'est pas quand je parle de viol énergétique, c'est pas un viol comme un viol physique, par exemple, d'une personne sur une autre personne. Mais ça peut aussi être ça. Tu vois, un viol énergétique, ça peut être simplement, tu vois, ce qu'on entend aussi par possession ou par tu vois, tu peux, voilà, une attaque aussi dans l'astral, voilà, de tout ce genre de choses. Ça fait aussi partie des viols énergétiques, puisque la notion de viol, elle est plus large en fait que le viol, encore une fois, physique d'une personne sur une autre. Mais ça existe aussi dans l'astral. Mais je pense que si voilà, si ça arrive à un moment donné à une personne, et ça m'est arrivé aussi d'ailleurs une fois. Ça arrive pas à n'importe qui, entre guillemets. Ça arrive à des gens qui ont besoin d'apprendre à se protéger davantage, dans le sens, pas se barricader, mais s'imperméabiliser davantage. Et des gens qui très probablement ont une blessure, une mémoire, un traumatisme avec cette question de viol, au sens large, mais qui ont quelque chose à régler avec ça. Merci. Elsa demande, est-ce que les mains qui chauffent au même moment de la journée, ça pourrait avoir un rapport avec le développement de sa médiumnité? Et moi, je rajouterais, ou alors avec plutôt un don énergétique. C'est le magnétisme, en fait, qui fait ça. C'est ton magnétisme qui s'accroît. Et les moments où tu ressens ça, tu peux le ressentir dans les mains, dans les pieds, ou aussi au niveau du corps entier. Tu vois, tu peux le ressentir comme des espèces de petites décharges électriques ou de picotements, de choses comme ça. Et quand ça t'arrive, notamment ces mains qui chauffent, souvent, euh, pas toujours j'imagine, mais souvent ça veut dire que tu presque t'es comme trop magnétisé, trop magnétique à ce moment, et tu as besoin de décharger en fait ton magnétisme, de le décharger, parce que le magnétisme c'est quand même une force assez puissante, et ça agit un peu comme le feu, en tout cas dans comment je me le représente. Et du coup, si tu es en excès de magnétisme, c'est un peu comme si tu étais en excès de feu, et du coup ça finit par se retourner contre toi. Et donc, quand tu sens ces symptômes-là, c'est important que tu te décharges. Donc, un peu comme tu peux et tu veux sur le moment, mais tu vois, tu peux par exemple apposer tes mains sur une plante, sur un animal, sur quelqu'un qui en a besoin, simplement aussi dans la terre. Tu vois, te mettre, ça c'est très très bon, ça, se mettre les mains et les pieds nus dans la terre. Ça décharge super bien. Alors, les personnes qui ont des addictions, on s'imagine bien souvent que c'est des blessures, souvent dues à Hum, l'enfance, pour hum. compenser un manque, mais est-ce que ça peut être également des entités qui, quelque part, viennent influencer directement sur nous pour nous pousser? Là, je vois par exemple Kaya qui met j'ai une soudaine fringale cet après-midi. Était-ce astro-énergétique? Est-ce que ça peut être par exemple les compulsions alimentaires, la cigarette, la drogue, l'alcool ou autre? Est-ce que c'est aussi quelque part aussi des influences négatives qui vont un petit peu aller s'agripper à toi et qui quelque part vont aller te pousser dans cette direction? Ou est-ce que c'est plutôt, on va dire, transgénérationnel, ou j'ai envie de dire, plutôt une blessure aiguë? C'est les deux, en fait. Il y a une résonance dans ce que tu exprimes. Et c'est intéressant d'aborder ça aussi, d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est parce que en moi, j'ai telle blessure. Et du coup, ben, je vais tenter de la compenser, par exemple, avec la nourriture ou l'alcool ou autre chose.
Mais du coup, effectivement, cette compulsion, cette addiction, en tout cas ce que je vais faire à ce moment-là, oui, ça va attirer et nourrir des entités qui ont une résonance aussi à cet endroit. Par exemple, j'ai eu une blessure quand j'étais enfant, comme tout le monde. Voilà, et aujourd'hui, devenue adulte, je compense avec l'alcool. Effectivement, tu vas attirer à toi, de par ta vibration et ton comportement, des entités alcooliques, en fait, par exemple, ou en tout cas oui, bah ouais, alcooliques. Et du coup, il y a un espèce de cercle vicieux là-dedans où elles vont du coup effectivement t'influencer davantage dans ce comportement-là. Pour se nourrir en fait de l'énergie que tu dégages, un peu comme si par exemple le défunt alcoolique, il buvait à travers toi. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais du coup, à l'inverse, toi, tu vas les nourrir aussi, en fait, parce que tant que tu auras ce comportement-là, automatiquement, tu pourras pas faire autrement que de les nourrir. Ça va vraiment dans les deux sens. Par rapport, Florence demande, je vois des flashs bleus autour de moi dans la journée, c'est quoi? Idem, je rajouterais, bien des gens voient justement des flashs bleus, voient des boules blanches lumineuses un peu traverser la pièce, ou même certaines personnes, plus que d'autres d'ailleurs, on voit souvent, alors sur les photos, c'est très controversé parce que certaines personnes viennent parler que c'est le flash, que c'est voilà, la lumière du soleil. Des fois, c'est le cas, mais des fois aussi, il y a vraiment d'explications. On peut voir même des visages apparaître. On peut voir ce qu'on appelle des orbes. Est-ce que les personnes qui vont souvent faire des photos, qui vont avoir tout autour d'eux en fait des manifestations un petit peu inexpliquées, est-ce quelque part des personnes qui ont des dons médiumniques quelque part à développer? Bah, ce sont des personnes qui effectivement ont reconnecté avec avec leur capacité médiumnique. Enfin, pas forcément jusqu'au bout, parce que enfin, retrouver ses capacités médiumniques, ça moi-même, je suis loin d'avoir reconnecté avec tout mon potentiel médiumnique. Mais effectivement, c'est une forme de médiumnité déjà très clairement, parce que c'est encore une fois le fait de voir des choses qui ne sont pas forcément perceptibles pour tes sens physiques et tes yeux physiques en l'occurrence. Alors effectivement, à travers une photo, ça peut devenir plus perceptible pour les yeux, parce qu'il y a des fréquences qui, tu vois, avec l'appareil photo, d'autant plus si tu as un petit décalage, par exemple, de quelques secondes quand tu prends ta photo. Alors là, très souvent, tu peux prendre, oui, énormément d'orbes. Tu les captes assez facilement comme ça. Attends, je voulais dire encore un autre truc par rapport à ça. Oui, la question de la personne qui voit des lumières bleues. En fait, ce sont des âmes. Ce sont des âmes. Alors, tout dépend, mais très souvent, ce sont des âmes d'enfants. Pas forcément des défunts, hein, d'ailleurs, mais des âmes d'enfants qui viennent la visiter pour X ou Y raison. Soit des enfants qu'elle connaît, soit des enfants qu'elle connaît pas d'ailleurs, mais c'est souvent des âmes d'enfants. Enfin, il y a différents bleus, différents formes de boules de lumière et tout ça, mais si c'est pas des âmes d'enfants, ça peut aussi être euh, des âmes. Comment expliquer ça? Bah, des âmes qui viennent d'autres planètes, en fait, tout simplement des visites, en fait, des âmes. Oui, oui. Pourquoi, quand on est médium, quand on est canal, quand on est tarologue, etc., pourquoi voit-on beaucoup mieux pour les autres et qu'on voit beaucoup moins bien pour soi? Parce que ça, c'est souvent quelque chose qui revient très souvent chez le médium. Des fois, ils peuvent vous dire des trucs totalement exceptionnels. Par contre, eux, dans leur vie, ils voient rien. Ce Pourquoi? sont les cordonniers les plus mal chaussés. C'est uniquement un don qui est fait pour le don aux autres, mais est-ce que tu peux te servir de ta médiumnité principalement pour faire un travail sur toi, pour aller demander, capter, pour aller bosser des trucs sur toi? Et malheureusement, bien souvent,
les médiums ou les canals eux-mêmes ne voient rien sur eux. Pourquoi? Oui, oui, non, mais c'est très juste. Mais parce que, en fait, alors, bien entendu, tu vois, le fait de retrouver ta part médiumnique, c'est certain que ça t'aide aussi toi, parce que ça t'aide dans une certaine forme de compréhension des choses, ça t'aide à comprendre une infinité de choses, parce que ça t'aide à ouvrir ta conscience de toute façon. Mais c'est vrai que c'est toujours plus difficile pour soi d'aller voir des choses pour soi, de comprendre des messages pour soi, de s'aider soi à guérir de telle ou telle problématique, parce que ou soi ou un proche en fait, hein, parce que on n'a pas le même recul, la même distance émotionnelle, et du coup, ben ça trouble toutes les perceptions, les ressentis, les messages que tu peux avoir. Parce il y a ton corps émotionnel, il y a ton ego, il y a un peu tout ça qui viennent s'immiscer en fait. C'est vraiment une question de recul émotionnel. Donc si justement tu arrives à être dans cette forme de recul-là pour toi-même, alors tu peux avoir accès aussi à beaucoup, beaucoup de choses. Mais alors, tu vois, pour le coup, moi d'ailleurs, quand ça me concerne moi, j'ai accès à beaucoup plus de choses quand je le demande pas et que simplement je suis en état de réceptivité, que quand je vais poser une question très claire, très précise et qui va être une question assez mentale, hein, en fait d'ailleurs. Ça répondra moins facilement. Enfin, j'entendrai moins facilement la réponse parce que ce sera pas le moment pour moi de l'entendre. Parce que justement, je serai tu vois, pas dans ce recul en fait, tout simplement. Donc, c'est normal que ce que tu reçois derrière, c'est moins clair, quoi. Est-ce que du moment où tu as ouvert justement toutes ces perceptions, que tu maîtrises, on va dire, la médiumnité et la canalisation, tu peux te connecter pardon, à ta guise, c'est-à-dire à qui tu veux, à savoir des galactiques, à savoir des maîtres ascensionnés, la source, tes guides, ton âme. Est-ce que tu as vraiment cette possibilité, tu vois, vraiment, à te dire, bon, bah voilà, maintenant ce soir, tiens, j'ai envie de parler avec les Arcturiens, avec les Pléiadiens. Demain, j'ai envie de parler avec Maître Saint-Germain, Jésus-Marie. Est-ce que c'est toi qui décides ou est-ce que c'est eux qui viennent à toi? Eh ben, c'est les deux, en fait. C'est carrément les deux, en tout cas dans mon expérience. Euh, je crois qu'au début, c'était plus souvent d'ailleurs moi qui demandais à être en contact de telle ou telle énergie, être, peuple et tout ça. Et puis petit à petit, la confiance aidant, je les ai captés en tout cas beaucoup plus spontanément, comme eux venir à moi. Ça va vraiment dans les deux sens. Et ouais, c'est ça, ça va vraiment dans les deux sens en fait. Et alors moi, je sais que quand j'émets l'intention, par exemple, de me connecter à telle ou telle énergie ou tel et tel être, euh, oui, ça fonctionne. La reliance, elle est comme déjà là, en fait. Pour autant, il peut arriver des moments où je ne sais pas qui véritablement s'adresse à moi. Je sais, parce que j'ai appris à distinguer avec le temps, est-ce que c'est plutôt quelque chose de cool ou pas, mais je sais pas toujours distinguer qui c'est. Si par exemple, je communique avec mes guides, comme ça se fait assez naturellement en fait au fur et à mesure de ma journée, je saurais pas toujours forcément quel être précisément, par exemple, s'adresse à moi. Si j'en fais la demande, ça peut me répondre comme ça peut aussi vouloir garder l'anonymat. Hmm. Alors, pour les personnes qui apparemment ont l'image figée, si vous entendez notre voix, faites un refresh de la page. En haut à gauche, vous avez une petite flèche qui tourne, vous cliquez dessus et ça va revenir. Il n'y a pas de souci, des fois ça arrive. Voilà. Alors, justement, ouais, donc dans toute cette connexion, quelle a été pour toi la plus belle expérience, vraiment quelque chose de très émouvant, de canalisation ou bien de contact avec l'au-delà de ton souvenir actuel? Franchement, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, mais c'était toujours des moments où j'étais en reliance avec ce qu'on nomme les maîtres ascensionnés. En tout cas, certains maîtres ascensionnés. Euh, et en l'occurrence, très souvent Mère Marie. Mère Marie et aussi Maitreya. C'est vraiment deux entités avec lesquelles je me sens très en lien. Et ça a toujours été des moments de grâce absolue et d'une grande, grande puissance. Et ça a été aussi des moments où
justement, j'étais en lien avec ces êtres-là, ces énergies-là, et dans des moments de Kundalini, de montée de Kundalini, pardon, où je me souviens plusieurs fois ça m'est arrivé et j'ai déjà entendu d'autres personnes dire ça, qui avaient vécu la même expérience de voir, vraiment voir avec ses yeux la lumière tomber sur soi. Et ça, c'est vraiment très, très puissant aussi. Mais j'ai vécu comme ça vraiment des moments de grâce où, tu vois, même simplement en méditation, où voilà, je me reliais à Mère Marie. Parfois même, elle venait aussi toute seule, hein, sans que je l'appelle, et où je pleurais en fait, sans même m'en rendre compte, parce que ben une part de moi était, enfin voilà, là sans être là. Mais voilà, ça a fait partie, je pense, vraiment des moments les plus forts pour moi, ces moments-là. Ouais. Est-ce que ça peut être un lourd fardeau d'une certaine mesure que d'être médium ou canal? Dans la mesure, si tu veux, où tu peux aller connecter des énergies qui, à un moment donné, d'une certaine mesure, ça va te plomber. Ce que tu peux voir, ce que tu peux entendre, comment en fait se protéger à la fois psychologiquement par rapport aux différentes choses que tu peux voir, comme dans les annales akashiques, selon la vie que tu vas voir d'une personne. Et la deuxième question, comment se protéger énergétiquement quand tu es justement médium. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Bah, tu vois, les annales akashiques, c'est différent parce que du coup, quand t'es avec les annales akashiques, t'es relié à l'akasha, donc il n'y a pas ce souci-là. Après, au-delà de ça, ça aussi, c'est l'expérience qui me l'apprend encore d'ailleurs, parce que il m'arrive encore aujourd'hui, hein, de me sentir parfois un peu alourdie, ou voilà, par certaines énergies, ou alors je peux sentir aussi parfois que certaines entités viennent, peuvent essayer de s'accrocher. Ça m'arrive de moins en moins, mais ça m'arrive toujours parfois. Et pour ma part, mais je pense que c'est pareil un peu pour beaucoup de gens, c'est vraiment encore une fois la question d'état vibratoire et de comment t'es à l'intérieur. Si t'es fatigué, si t'es, tu vois, émotionnellement pas tout à fait dans ta stabilité, tout ça, t'es beaucoup plus perméable et du coup susceptible d'accrocher des trucs lourds. Donc, comment t'en protéger? Alors, bien sûr, il y a des techniques de protection énergétique, des prières, enfin, il y a plein de choses. Mais au-delà de ça, et avant ça, d'ailleurs, c'est vraiment encore une fois, dans quel état d'esprit, là, tout de suite, je me trouve. Est-ce que je me sens suffisamment, tu vois, en sécurité et stable et ancrée et tout ça? Et dans ce cas-là, ça va juste me traverser, en fait. Ou est-ce que je sens que voilà, là aujourd'hui, je suis pas au top, voilà, je suis plus dans une certaine forme de fragilité, et donc là, oui, je suis plus susceptible de me faire accrocher. Donc effectivement, tu vois, si c'est un moment où soit je travaille avec ça, soit je décide d'ouvrir ma médiumnité. Alors je m'assure que je le fais dans un moment où je suis vraiment totalement disponible à ça. Est-ce que ça répond, Anatole? Totalement, merci beaucoup. Justement, Martial qui demande, y a-t-il une différence entre un télépathe et un médium? Ouais, Martial. Ben, une différence, non, dans le sens où la télépathie, c'est une forme de médiumnité. Euh, Après, tu peux, alors, ouais, tu peux accéder à d'autres formes de médiumnité, c'est-à-dire que, voilà, si tu développes un peu, enfin, si ça se développe en toi, tu peux avoir accès à plein de choses et pour autant ne pas forcément te sentir dans une certaine forme de télépathie. Euh, mais c'est pas différent, en fait, puisque la télépathie fait partie de la médiumnité. Après, je pense que justement, quand tu es dans ce chemin d'ouverture et de retour à toi aussi, quelque part, la télépathie, pour beaucoup de gens, ça fait partie d'expériences que tu observes assez facilement, en fait, même au début, en fait, je veux dire, tu vois, même avant de sentir que tes canaux sont ouverts ou quoi, très souvent, à partir du moment où tu te sens relié à quelqu'un, oui, tu t'es susceptible d'être dans une forme de télépathie. Ça arrive beaucoup. Merci. Nathalie demande, bonsoir, est-ce que tous les médiums sont passeurs d'âme? Bonsoir. Euh,
Je ne crois pas, dans le sens où, en fait, c'est pas que tu l'es ou que tu l'es pas, c'est est-ce que, là aussi c'est la même chose en fait pour moi, c'est est-ce que tu as choisi de développer ça ou pas. Dans le sens où tu peux être passeur d'âme sans le savoir, et d'ailleurs je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Tu peux être passeur d'âme sans le savoir, comme tu peux avoir retrouvé certaines capacités médiumniques sans le savoir, sans savoir que c'est de la médiumnité. Mais tu vois un médium, enfin un médium, ce qu'on appelle un médium, il fait pas forcément ce choix de passer les âmes aussi. Après, c'est pas que t'as pas, enfin, j'allais dire, bien sûr, t'as toujours le choix. Mais tu vois, oui, par exemple, pour ma part, je fais passer les âmes, mais ça se fait tout seul à travers moi. Ça veut pas dire que j'en ai pas conscience. Enfin, si, il y a des moments où ça se passe et j'y fais même pas attention, en fait, d'ailleurs. Mais je sais qu'à un moment donné, j'ai eu le choix et on m'a laissé le choix de est-ce que tu veux continuer à être dans ce rôle-là ou pas. Voilà. Après, passeur d'âme, c'est pas seulement, bien entendu, c'est pas que les défunts, hein. C'est les âmes à différents stades de vie, en fait, d'évolution. C'est vraiment des passages, en fait, de la vie. Donc, Mais voilà. quand tu es médium, est-ce que quelque part, c'est toi qui vas choisir, si je puis dire, un peu ta spécialité, ou est-ce qu'elle va quelque part être imposée par le plan divin en disant non, toi, ok, tu es médium, tu es canal, mais on va t'amener dans cette direction. Bah, c'est ça, c'est une question de, enfin, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais je le dirais plus comme une question de résonance. Avec quoi je suis le plus en résonance? Est-ce que je suis le plus à l'aise avec l'écriture automatique, tu vois, et justement la canalisation par l'écrit? Est-ce qu'au contraire, moi, mon truc, enfin mon truc, ouais, ma capacité, ma résonance, elle est plus avec le fait d'entendre des messages. Est-ce que pour moi c'est plus, tu vois, justement d'être dans la télépathie, est-ce que moi, bah voilà, j'expérimente pas plutôt le magnétisme. Enfin voilà, je vais pas continuer mes exemples à l'infini, mais euh, c'est une question de, oui, t'as toujours une prédominance en fait à quelque chose, mais c'est pas toi, ton mental, qui va dire, ok, ben voilà, moi, Marie, je choisis de développer, voilà, la radiesthésie. En fait, non, je suis attirée, par exemple, si je suis attirée par ça, c'est parce que, tu vois, il y a vraiment une résonance au niveau de mon âme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et justement, Martial demande, lundi, j'ai fait une séance d'hypnose régressive via un télépathe. Connais-tu ce processus? Un télépathe se connecte à mon aura et un opérateur hypnotique, le télépathe, pour un nettoyage karmique. Je connais absolument pas, ouais. Je connais une personne, enfin, j'ai entendu parler d'une personne qui le fait en Suisse. Effectivement, ça joue, mais j'ai envie de vous dire, toute technique est bonne quelque part. Et ce qui va marcher pour un ne marchera pas forcément pour un autre. C'est ça qu'il Exactement, faut on est comprendre. différents, Moi, mais je oui. prends mon cas, l'hypnose n'a jamais eu un grand effet sur moi. Je ne suis pas forcément réceptive à l'hypnose. En revanche, tout ce qui peut être médiumnité, tarologie, radiesthésie, canalisation, ce serait plus ça qui m'intéresserait. Mais je pense, voilà, d'autres personnes, ça va être l'énergétique, d'autres Oui, personnes, c'est ça ça. va être. Voilà, et on a tous Exactement. quelque part, j'ai envie de dire, des connexions avec telle ou telle chose. Voilà. Ouais, des spécificités, tout à fait. Ouais. Alors, Elsa demande d'où vient le magnétisme et comment le développer. Ouais, c'est une chouette question. Alors, d'où vient le magnétisme? En fait, le magnétisme, c'est à l'intérieur de nous, de notre corps physique. On est tous des êtres magnétiques, autant les humains que les animaux, que voilà, les êtres qui vivent sur Terre. Donc, ça vient pas de quelque part ailleurs. C'est vraiment quelque chose. Je veux dire, tu es né avec déjà du magnétisme. Si tu es un être humain, tu ne peux qu'avoir du magnétisme en fait. Sinon, bah, tu n'existes pas en tant qu'être humain. Et comment le développer? Je réfléchis à comment ça s'est fait pour moi.
Je pense que c'est vraiment en lien, là aussi, avec une certaine forme de conscience, tu vois, où plus tu prends conscience j'allais dire la réalité de la vie, bah, elle est différente pour chacun, mais au plus tu prends conscience de la vastitude, encore une fois, de tout ce qui existe, de la vastitude aussi de tes propres capacités, de ton pouvoir infini, et plus ce magnétisme, en fait, il se développe naturellement. Après, tu peux aussi, toi, évidemment, chercher à l'étendre davantage, encore une fois, à travers le biais d'outils, de pratiques et d'exercices. Il y a tout un tas d'exercices différents qui existent pour augmenter ton magnétisme et aussi comment faire en sorte de le sentir davantage et voilà, de le diriger, voilà, d'en faire quelque chose, de m'en servir, en fait. Écoute, merci beaucoup Marie pour cette très belle conférence. Merci de tes réponses et de ta bienveillance. Hein. Je rappelle donc de cet atelier Développer sa part médiumnique, ça s'apprend avec Marie le mardi 9 février à 20h30. Merci beaucoup. Merci à vous tous également de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour vos pouces bleus. Hein, je vois souvent dans le chat, mettez les pouces bleus. En fait, les pouces bleus, ça permet que plus il y en a, si vous voulez, et plus les vidéos dans les moteurs de recherche apparaissent en fait sur la droite. C'est à ça que servent les pouces bleus. Voilà, pour les personnes dans tous les cas qui se posent des questions sur la médiumnité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alors, vous pouvez me retrouver demain soir en compagnie donc de Mélanie Dupont, qui est donc également médium et canal, et qui, elle, viendra nous faire une conférence, la flamme violette et l'améthyste, parce qu'elle est médium canal, mais elle est également lithothérapeute. Donc, voilà. Et puis, dimanche soir, Anne va recevoir Amédée. Alors, Amédée, qui est considéré comme un être éveillé, là pour le coup, c'est vraiment une personne qui a atteint l'éveil, donc je remercie d'ailleurs Luigi de nous l'avoir présenté. Et justement, le titre de cette conférence dimanche soir sera « Qu'est-ce que l'éveil ?» Voilà. Merci à vous tous. Voilà. Merci encore Marie. Très, très belle soirée à vous tous. Et je vous dis donc à demain. Voilà. À bientôt. Une belle soirée.